Et nous poursuivons cette série d'interviews sur le plateau For Change que nous avons délocalisé à la 6e édition du sommet Restructuration et Transformation. Bon nombre d'intervenants sont sur scène en ce moment même pour partager leur expérience, leurs best practices, leurs conseils et les choses peut-être à ne pas faire vis-à-vis d'un public composé de plus de 600 personnes, des patronnes, des patrons, des fonds d'investissement, des experts. Tout le monde est là aujourd'hui. Alors on continue donc cette session d'interview avec des personnes qui étaient sur deux panels différents. D'un côté, l'activité de banque judiciaire. Comment s'aider d'une banque judiciaire? Qu'est-ce qu'une banque judiciaire? Et donc du coup c'est Philippe Favre à ma gauche qui est président de Zodio. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et trois personnes qui étaient ensemble à l'instant. Donc on a Isabelle Mas qui est directrice associée au sein de Vaesolis. Bonjour. Bonjour Isabelle, merci infiniment d'être avec nous. Franck Roard, tout à ma droite, vous êtes ex-secrétaire général d'Europecar. Bonjour. Bonjour. Un dossier qui a fait beaucoup parler, en tout cas qui a beaucoup occupé le monde du restructuring ces dernières années. Voilà. Et Corinne Margot. Bonjour Corinne. Bonjour. Vous êtes DRH de carrière, vous êtes également directrice générale, vous étiez récemment encore directrice générale d'une boîte dans les biotech. Et donc vous avez ce prisme, voilà, un petit peu ressources humaines que vous allez pouvoir partager avec nous. Et vous trois, vous interveniez sur la thématique renouer avec ses partenaires. Alors effectivement, quand ça ne va pas dans l'entreprise, parfois il faut savoir prendre des décisions pas faciles pour les différents stakeholders, pour les fournisseurs, pour d'autres partenaires, parfois des banques. Et vous étiez donc à l'instant sur scène pour en parler. Alors une première question peut-être, on va peut-être commencer par Philippe. Pourquoi il fallait être là ce matin sur ce panel de banque judiciaire? Quel est le message que vous souhaitiez partager avec les hommes et les femmes qui étaient dans la salle? Alors, pourquoi il fallait être là? Parce que les banques judiciaires sont un acteur très important des périodes difficiles des entreprises, et notamment au moment des procédures judiciaires, redressement judiciaire notamment. Et le message que j'ai voulu faire passer, c'est qu'une banque judiciaire, au-delà de la technicité qu'elle doit apporter, au-delà des services qu'elle doit apporter, de la proximité qu'elle doit avoir, elle doit aussi avoir un aspect humain vis-à-vis des équipes qui sont confrontées à des situations difficiles. Rentrer en redressement judiciaire, ce n'est pas du tout anodin. On a beaucoup de travail et on est confronté à des équipes qui ne sont pas habituées. Et donc le rôle de la banque, c'est aussi d'être là pour dédramatiser, pour donner du sens et pour très rapidement trouver des solutions pour l'entreprise. Une banque judiciaire, en deux mots, c'est celle qui va permettre à l'entreprise de continuer à pouvoir avoir une activité, enfin un paiement, encaissement, même lors d'une procédure, alors même qu'une banque classique se serait peut-être arrêtée. Exactement, c'est souvent le cas. Les banques classiques, les banques partenaires historiques, on va dire, s'arrêtent au moment du redressement judiciaire. Il faut très rapidement trouver une nouvelle banque. Il y a des banques qui sont spécialisées dans ce genre de situation. Et c'est là qu'il faut être très rapidement, parce que du jour au lendemain, on rentre en redressement judiciaire. Et il faut assurer la continuité de l'exploitation. Et notamment, vous le disiez, tout ce qui est monétique, quand une banque, quand il y a une société de retail, monétique, carte bancaire, paiement sur Internet, etc., etc. Et juste de façon très didactique, à quel moment on lance un compte dans une banque judiciaire quand ça va mal? Ça va être le lendemain de son redressement judiciaire, au plus tard. Quand on anticipe un petit peu, quand on sait qu'on va passer en redressement judiciaire, on va l'ouvrir à ce moment-là. Pendant la période dite suspecte, on va ouvrir ce compte-là pour très rapidement être en capacité de poursuivre les opérations après le redressement judiciaire. Merci infiniment Philippe Favre. Finalement, vous le disiez à l'instant, une banque judiciaire doit être une banque humaine vis-à-vis des équipes. On parle de renouer avec ses partenaires, qu'ils soient sociaux, fournisseurs, banques, compétiteurs ou que sais-je. Donc finalement, vous auriez pu parler sur le même plateau et je suis ravi du coup de vous avoir tous les quatre avec moi. Isabelle, sur ce point justement, pourquoi vous vouliez parler de ce sujet renouer avec les partenaires? Alors nous, Vaesolis Communication, on est une entreprise de communication avec les partenaires, justement avec les parties prenantes. Bien connue en com de crise notamment. Voilà, en com de crise et en com de restructuration. Donc quand une entreprise vient nous voir parce qu'elle a besoin de communication dans sa restructuration, on commence par faire une liste des parties prenantes, une cartographie, on fait une cartographie, afin d'être sûr que toutes les parties prenantes sont traitées, qu'elles reçoivent tous les éléments de communication qui, si possible, sont cohérents. Enfin, pas si possible, sont obligatoirement cohérents et qui sont tous les mêmes. Alors, on a tendance à dire non, mais aux syndicats, aux salariés, on va leur en dire un peu plus ou un peu moins parce que ça, c'est pas possible. Donc, on est obligé d'avoir des éléments de langage qu'on appelle des éléments de langage en 2024, harmonisés. La symétrie d'information en 2024, c'est difficile. Je pense que ça l'a jamais été. Objectivement, les syndicats parlent aux médias, les médias parlent aux clients et les clients parlent aux fournisseurs. Donc, ça n'a jamais été possible, mais ça l'est encore moins, c'est sûr. Et donc, nous, on s'arrange pour que toutes les parties prenantes soient recensées et qu'elles aient tous ces messages clés, cohérents et le plus transparents possible par rapport au moment dans la restructuration où on est, où parfois on ne peut pas tout dire, mais en tout cas, on dit toutes les choses.
chose. Et l'autre chose qu'on s'est dit ce matin sur cette table ronde, c'est que le terme renouer n'était pas correct. Il fallait plutôt dire redynamiser ou renouveler les relations parce que Préserver parfois. c'est ça. Si on a besoin de renouer avec ses parties prenantes après une restructuration, c'est qu'on a mal fait son boulot pendant la restructuration. L'idée étant de garder toujours ce contact avec toutes les parties prenantes, voire même de découvrir des parties prenantes qu'on ne se connaissait pas. On a parlé parfois des élus locaux, par exemple, des gouvernements. Pas forcément en tête, comme ça, quand on a une PME de 300 personnes. Exactement, on ne connaît pas son député. Des fois, on ne connaît pas son maire. Quand on est une PME, ça m'est arrivé dans certaines restructurations, notamment de groupes étrangers plus que de groupes français, de dire le maire, non, je ne sais pas, le maire de Rennes, qui est-ce ça, on serait ravis de le rencontrer. Et quand on l'a rencontré, forcément, il avait un avis sur cette restructuration qui se passait dans la périphérie de Rennes. C'est de l'emploi. C'est de l'emploi, donc exactement. Effectivement, les acteurs publics à rencontrer. Exactement. Rapidement. Donc c'est pas renouer avec les parties prenantes, c'est redynamiser sa relation avec les parties prenantes. Et c'est de ça dont on a parlé avec Corinne et Franck. Merci Isabelle, merci beaucoup Corinne. Justement, alors peut-être avec ce prisme, encore une fois, les partenaires sociaux, mais encore une fois pas que, en fonction de vos différentes expériences, renouer avec ces partenaires, qu'est-ce que vous étiez venu partager ce matin? Dans la vie d'une DRH, les moments de restructuration, de transformation sont quand même des moments extrêmement forts, extrêmement importants. Pourquoi? Parce que ce sont des moments sensibles, ce sont des moments forts avec les salariés, avec vos partenaires. Et donc c'est vrai que ça fait appel à la totalité des compétences que vous pouvez mettre en œuvre, c'est-à-dire les compétences de négociation, les compétences de communication, l'empathie, enfin toutes les capacités à décider. Ouais, dans un contexte pas facile. Donc ce sont des moments extrêmement importants pour une DRH. Donc c'est pour ça que le thème est intéressant, même si dans une carrière de DRH, heureusement, on ne fait pas que des restructurations. Moi j'ai eu la chance de faire beaucoup de développement, beaucoup de croissance, mais je me souviens très bien des 4 ou 5 moments dans ma carrière de restructuration. Quel est le plus dur, Corinne? Une grosse post-merger integration, une grosse intégration d'une acquisition ou un moment de restructuration? Non, je dirais pour moi, en termes de négociation et de prise de décision, le plus difficile, c'est la restructuration. Merci beaucoup. Franck, vous étiez donc jusqu'à il y a très peu de temps secrétaire général d'Europecar, donc je le disais, un des grands dossiers de place qui a animé le marché. Renouer avec ses partenaires, c'est trop tard de renouer, comme le disait Isabelle, ou comment vous avez fait chez Europcar, parce qu'il y avait quand même quelques impacts. Alors, juste un petit détail, le titre peut paraître anodin. Dans nos partenaires, il y a nos clients. Et si on ne discute plus avec nos clients, c'est pas la peine de restructurer, parce qu'on n'a plus rien à restructurer. Donc en fait, c'est un terme essentiel. C'est comment je maintiens ou je crée des différents dialogues. Comment nous avons fait? On a commencé par une cartographie. Qui est une analyse à froid de toutes les interactions que l'entreprise a là. Elle a besoin de financement, elle a besoin de clients, elle a besoin de ressources, elle a besoin de salariés. Une fois qu'on a recensé, on va cartographier ceux qui sont importants, ceux qui ne sont pas importants, ceux qui apportent, ceux qui coûtent à l'entreprise. Et une fois qu'on a fait cette cartographie, on va faire la deuxième phase, c'est quels sont les leviers de discussion, parce que le thème c'est le dialogue. Le dialogue, il peut être consensuel ou forcé. Le principal, c'est qu'il y ait un échange. Donc, on a beaucoup parlé autour du dialogue consensuel, mais aussi un peu du dialogue forcé, qui fait partie inhérente du restructuring. C'est lorsque j'ai des besoins de discuter avec quelqu'un et que je ne peux pas, comment je force ce dialogue. Alors, sur ce sujet du dialogue, si vous le voulez bien, je vais vous demander de vous replonger un peu dans vos souvenirs de conseils, de DRH, de secrétaire général, de CEO. Le moment, c'est assez intime, j'en conviens, mais c'est ce que je pense est intéressant là de vous poser. Quel est le moment que vous retenez, un moment de dialogue dans une période complexe et la façon dont vous l'avez mené, un moment, un soir face à des partenaires sociaux, un matin au Syrie avec des créanciers? Philippe, pour commencer peut-être. C'est une très bonne question. Moi, les moments de dialogue les plus importants, c'est en général avec les salariés. Soit au moment de CSE, soit au moment de plénière où on convoque la plupart des salariés pour leur expliquer la situation. Et c'est là que le dialogue est le plus intense et le plus fort parce qu'on doit expliquer pourquoi on en est arrivé là, quelles sont les prochaines étapes, quelles sont les possibilités de sortie. On doit répondre à des questions, on doit essayer de répondre à des questions dont on n'a pas les réponses. Et c'est toujours des moments très forts parce qu'on est confronté à une difficulté, à l'incertitude, et on doit tenir la barque. Et ça, c'est des moments très très forts. Merci Philippe pour ce retour. Isabelle, un moment un peu avec un petit peu d'aspérité, ou en tout cas un moment dont vous vous souvenez.
Moi, ce dont je me souviens avec le plus de force, c'est le dialogue avec les élus locaux, ce qu'on disait à l'instant. On disait oui. Le maire, le député de la circonscription, la personne qui est vraiment impliquée ou le conseil régional, les personnes qui sont vraiment impliquées dans la vie, dans le tissu économique et qui voient qu'ils vont perdre des emplois ou que l'entreprise a un projet de sortie qui n'est pas clair ou qui est inquiétant. Pas facile comme... Et là, c'est vraiment des vraies questions. C'est des questions, ils sont dans le dur, des questions engagées, des questions... Ces gens-là n'hésitent pas à secouer les entreprises parce qu'ils ont ils ont une relation assez d'égal à égal, on va dire, avec elles. Et donc, ils ont des questions très cash, très brutales, et parfois, ils ne sont pas sympathiques. Et souvent, il faut arriver devant ces interlocuteurs-là et ces parties prenantes-là, il faut arriver avec des réponses vraiment solides sur notamment ce qu'on a ensuite évoqué dans la deuxième partie de la table ronde, dans la partie renouée avec les parties prenantes, sur le projet de sortie. Ce qui est important, ce que ces personnes-là, ces parties prenantes-là vont vouloir savoir, bien entendu comme les salariés, comme les médias, etc., mais fortiori les parties prenantes le tribunal locales, va vouloir le savoir aussi. C'est quel est le projet de sortie. Qu'est-ce qu'on fait après, une fois qu'on a licencié un quart des effectifs? Quelle est la nouvelle stratégie? Comment on va redresser l'entreprise, etc. Toujours, nous, dans l'esprit de préserver la réputation de l'entreprise en local, en national, etc. Alors, parfois, il y a des restructurations très dures où on ferme le site complètement. Donc là, le projet de sortie, c'est est-ce qu'il y a un repreneur? Et ça, c'est une question très, très forte pour la partie prenante élue locale. Est-ce que quelqu'un va reprendre mon site et donc potentiellement reprendre une partie des salariés ou pas? S'il n'y a vraiment pas de plan de sortie, la communication est très très dure. Mais quelle que soit la restructuration, aujourd'hui, il y a quand même normalement un plan de sortie et c'est ça qui doit emporter la communication avec ces parties prenantes-là et ce qui doit emporter la deuxième phase de communication. Le plan de sortie, le plan de redressement, les nouveaux marchés, les nouveaux produits, la montée en gamme éventuellement, etc. Donc une nouvelle fois, des éléments de langage solides, un plan de sortie clair, qui permet de pouvoir bien tacler ce genre de discussion avec les élus qui parfois peuvent être musclés. Merci beaucoup. Corinne, ce moment fort dans votre carrière? Alors, ça c'est arrivé plusieurs fois. C'est le moment où vous vous retrouvez face à la population concernée par la restructuration devant les grilles d'une entreprise où tout le monde est sorti parce que l'émotion a pris le pas sur la raison. Je me souviens d'une fois, on est quasiment en fin de négociation, les partenaires sociaux sont contents, tout le processus a été déroulé et puis on est face à un site historique du groupe avec des gens qui sont attachés et qui, malgré toutes les mesures, malgré les solutions individualisées, etc., il y a un moment où il faut que l'émotion s'exprime et vous vous retrouvez face à un collectif de 200 personnes dehors. Et là, c'est un temps long parce qu'en fait, vous avez plusieurs phénomènes qui fonctionnent. Un, les gens ont besoin de dire ce qui leur arrive à titre individuel. Donc, vous rentrez dans la vie personnelle de Monsieur Dupont, de Madame Durand, qui vous explique pourquoi faire 20 km, ça va être compliqué. Pourquoi changer de site, ça va être compliqué, etc., etc. Pourquoi partir, ça va être compliqué. Donc là, vous êtes face à des situations individuelles qu'il faut intégrer, qu'il faut recevoir, voilà, pour permettre à ces gens-là de revenir travailler le lendemain. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que quand vous êtes face à un collectif comme ça, qui est absolument plus géré, évidemment par les représentants syndicaux qui sont un peu débordés par la situation, il faut tout de suite repérer les leaders d'opinion, parce que c'est ceux-là qui vont faire rentrer les gens. Voilà. Donc vous avez un dialogue qui doit s'instaurer avec le leader d'opinion en trouvant effectivement, alors sans évidemment décider des choses différentes que ce qui a été fait en réunion avant, mais en trouvant la bonne information, le bon niveau de communication, la bonne proposition qui va permettre aux leaders d'opinion de dire aux gens qui sont derrière, voilà, allez, ça fait 3 heures que vous discutez, vous avez tous dit ce que vous avez à dire, maintenant on rentre. Voilà. On avait dit que ça, c'est des moments extrêmement forts dans la vie d'une DRH. Ça, oui, j'imagine. Et on avait d'ailleurs parlé en introduction du fait que parfois on oubliait de cartographier certains partenaires. Le leader d'opinion qui émerge à ce moment-là n'est pas cartographié. Oui. Donc c'est du temps réel là. Alors il y a deux choses. Il y a des leaders d'opinion qui ne sont pas des managers, qui ne sont pas des représentants syndicaux, qui sont dans l'organisation et qui vont effectivement en général apparaître au moment de la crise. Vous avez quand même intérêt à essayer de les repérer assez vite et avoir un dialogue avec eux. Mais effectivement, très souvent, le leader d'opinion, il se crée à ce moment-là. Donc il va falloir le repérer très très vite pour pouvoir discuter avec lui assez rapidement. Parce qu'il a un pouvoir d'entraînement très fort. Merci beaucoup Corinne pour ces éléments. Franck ? Un dialogue plus intimiste, dont on parle moins souvent, qui est le premier dialogue avec l'équipe très resserrée de votre CEO, de l'équipe qui va décider d'y aller ou pas d'y aller, comment on y fait, comment on analyse la situation,
comment on va gérer. Et ça, c'est un dialogue extrêmement important, parce que c'est là où va se construire l'équipe. Vous ne pouvez pas la reconstruire après. Une fois qu'elle est partie, elle est partie. Si vous la changez, votre projet est en grand risque. Et un de mes plus gros exemples était sur notre restructuration. J'en avais fait un peu avant Europcar, où on faisait la restructuration de l'entreprise et en même temps un plan de reprise. À la barre, votre CEO qui se retourne et vous dit, bah voilà, si je lève ma condition, on a le travail. On a passé 6 mois à passer toutes les nuits, 6 jours sur 7 sur le dossier. Et là, vous dites non. Vous dites, mon conseil, c'est, on a bossé, on sait que la condition, sans la condition, ça passe pas. Dans 3 mois, on est au même endroit, donc on dit non. Et là, toute l'équipe dit non. Vous avez bossé toutes les nuits, pendant 6 mois, et là, vous renoncez à ce sur quoi vous avez bossé. C'est le dialogue. Merci beaucoup Franck pour ce dernier testimonial en anglais, mais cette histoire que vous nous racontez sur ce témoignage effectivement sur un de vos dossiers. Merci infiniment en tout cas à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Nous vous retrouvons donc pour la suite des interviews dans quelques instants sur le plateau For Change. À tout de suite.